Comment des enfants de la télé veulent réinventer la télé, c'est le thème des nouveaux décideurs. Bonjour à tous, des nouveaux décideurs ce mois-ci en compagnie de deux fondateurs de Molotov, en l'occurrence Jean-Marc Denoal, bonjour. Bonjour. Et Jean-David Blanc, bonjour. Bonjour. On va revenir à vos parcours respectifs dans un instant. Nous sommes ce mois-ci en compagnie de Véronique Reissoult. Bonjour Véronique. Bonjour. Merci d'être avec nous. On attaque tout de suite, vous en avez l'habitude maintenant, cette émission par une séquence Rewind. Alors, avant de vouloir mettre le feu à la télévision, on reste dans les cocktails Molotov un peu plus traditionnels et toute cette agitation autour de contre la loi El Khomri. Véronique, c'est l'événement qui vous a marqué ces dernières semaines, cette nuit debout organisée par partie de la place de la République, même si elle a essaimé depuis. Oui, c'est le sujet peut-être le plus marquant en ce moment, d'autant plus qu'au regard des deux invités aujourd'hui, je me disais que le sujet des jeunes, de la jeune génération et de leur nouveau comportement et de leur implication dans la société était intéressant. Alors heureusement, il n'y a pas eu de cocktail Molotov, effectivement, comme vous disiez, mais il y a un vrai mouvement qui fait du bruit. On a été regardé du coup avec des outils comme VisiBrain. Alors on va voir ce que montre VisiBrain. On rappelle ce que c'est VisiBrain peut-être d'un mot. C'est un outil qui vous permet de suivre les volumes, ce qu'il se dit, et de suivre l'ensemble des échanges sur Twitter en particulier. Et donc on voit qu'il y a eu, c'est un chiffre important. Du 4 au 11 avril, uniquement sur le hashtag Nuit debout, on voit qu'il y a eu plus de 444 000 tweets. Donc un vrai volume, une vraie conversation, des vrais sujets. Ceci dit, c'est assez logique parce que les réseaux sociaux, c'est quand même le sujet des jeunes. Et en particulier sur Nuit debout, pour s'organiser, ils se sont servis des réseaux sociaux. Le sujet était aussi de regarder ce qui se disait, puisqu'avec ces outils, on peut aussi, par des nuages de mots-clés, alors on va voir le nuage, regarder ce qui se en dit. effet, qu'est-ce qui se racontait. Et en gros, on voit qu'ils ont créé leur propre code. Alors on y reviendra, mais des codes, voilà. Donc maintenant, on parle du 40 mars. Voilà. Chaque journée après le 31 mars devient une journée. On voit que le « on vaut mieux que ça » finalement résume bien ce qui s'est dit autour de cette mobilisation et finalement c'est ce que les uns et les autres ressentent dans cette jeune génération. Et puis il y a un vrai sujet de mobilisation partout en France, partout, alors évidemment place de la République, mais il y a plus de 22 mouvements aujourd'hui partout en province, enfin bref, un sujet qui a mobilisé. Jean-Marc, Jean-David, ça vous semble nouveau, quelque chose de neuf sous le soleil, cette mobilisation de la jeunesse? On a l'impression que tous les 10 ans, il y a une espèce d'acné juvénile là, comme ça qui se met en place. Au printemps, vous voulez dire? Ouais. Non, enfin, que la jeunesse se mobilise, c'est toujours intéressant à observer et révélateur probablement de quelque chose. Ce que je trouve, moi, très intéressant, plus là, d'un point de vue peut-être un peu plus technophile, c'est l'usage qui est fait des réseaux sociaux et l'habitude et l'appréhension totale des réseaux sociaux par cette jeune génération qui est assez bluffante. Ça, il y a des vraies nouveautés. Ouais. Periscope, par exemple. Periscope, c'est un moment qu'on en parle. On en a parlé pour des choses un peu plus drôles, on va dire. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que les médias, en particulier, aujourd'hui, comptabilisent évidemment le nombre de personnes qui étaient présentes sur place, mais aussi le nombre de personnes qui ont regardé sur Periscope. Oui, c'est ça. Avant, on avait déjà la police et les manifestants. Maintenant, on a la police, chiffres, les manifestants, puis ceux qui regardent Periscope. Et VisiBrain. Il y a d'autres outils, mais VisiBrain est efficace. Bon, en fait, le parallèle que fait Véronique, c'est en effet cet aspect, enfin c'était un jeu de mots, mais je pense que Molotov, d'ailleurs, c'est né un peu comme ça. Vous vouliez révolutionner, vraiment, mettre le feu à la télé? Alors pas du tout, en fait, c'était parti d'un nom de code. On cherchait un nom de code pour un projet qui consistait à faire un service qui rassemble l'ensemble des chaînes de télévision, un genre de cocktail télévisuel. Et on a décidé de d'utiliser ce nom de code au départ, vraiment en tant que nom de code, pas d'utiliser ça comme marque ou comme nom de service. Et puis finalement, on l'a gardé. On s'est dit que pourquoi pas. Alors évidemment, avec les événements, c'était un peu touchy, mais en même temps, c'était une forme de pied de nez à ce qui se passe et on espère que ça sera pris comme tel. En tout cas, ça n'a pas plus de signification que ça. L'autre sujet qui vous intéresse directement, c'est en effet les nouveaux modes de consommation des jeunes qui regardent de moins en moins la télé, son format traditionnel. Et c'est vraiment quelque chose que vous cherchez à adresser, cette désaffection des jeunes pour d'autres écrans. Et vous voulez peut-être réconcilier ces deux univers? L'idée, c'est que
effectivement, les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes, en fait, c'est plutôt les technophiles, les millennials, qui sont pas forcément si jeunes que ça d'ailleurs. C'est quoi votre fourchette, votre cible prioritaire? C'est pas une question d'âge, c'est une question de culture et d'usage. Moi, je vois ma mère qui a plus de 70 ans. Depuis qu'elle utilise Molotov, elle regarde plus la télévision de la même manière. Parce qu'elle peut utiliser, il y a quand même des gens qui peuvent il y a utiliser. Pas mal de gens qui testent, des gens qui sont sous notre microscope tous les jours et dont on analyse les comportements et dont on obtient les feedbacks. Mais il y a pas mal de gens qui testent et c'est assez marrant parce que il y a un effet accrocheur qui est complètement dingue en fait. Les gens, le premier message qu'on reçoit des gens qui testent, c'est « à cause de vous, j'ai pas pu dormir cette semaine ». Déjà, il y a tellement de choses à la télé que je n'imaginais même pas qu'ils existaient, que j'ai commencé à regarder des tonnes de trucs jusqu'à des heures impossibles la nuit. Vous sentez vraiment cette évolution de la mobilisation de la jeunesse grâce, enfin ce pourrait être d'autres catégories d'âge, mais grâce à ces nouvelles technologies? Disons que comme ils savent très bien s'en servir, on voit bien que c'est un outil pour se mobiliser, c'est un outil pour s'organiser aussi énormément. Alors dans l'organisation, il y a des choses qui, on va dire, sont intellectuellement gratifiantes, puis d'autres un peu moins. Parce que quand vous voulez faire un mouvement et bloquer les choses, on s'organise sur les toilettes, on s'organise sur comment on va manger, on s'organise sur comment dormir, comment on va... Voilà. Et ils savent très très bien s'en servir. Donc voilà, un vrai outil, et c'est pas ça qui crée la mobilisation, mais c'est un outil qu'ils savent bien utiliser. Oui, parce qu'au final, la mobilisation, est-ce qu'elle est si forte que ça? C'est assez conséquente quand même. Après, il y a un monde entre je me sens mobilisée, j'ai envie de discuter et j'échange, et je vais passer une nuit debout, sous la pluie. Sous la pluie, voilà. Très bien, on passe tout de suite à notre séquence Pixel. Alors, la rubrique Pixel concerne le portrait en touche d'impression numérique, présenté donc par Véronique. Alors, j'ai commencé par vous, Jean-David Blanc. Jean et David étant collés, déjà, c'est une première particularité. J'ai vu que vous veniez d'une famille de musiciens, que vous aviez été un jeune prodige, pas de musique, mais des affaires, parce que vous avez commencé à l'âge de 13 ans, c'est quand même assez rare, on peut le dire. En informatique surtout, oui, c'est devenu... Voilà, vous avez commencé en faisant, si j'ai bien suivi... Vous avez appris à coder, vous avez découvert ça dans une petite boutique, vous avez créé des jeux vidéo et de fil en aiguille. Et vous continuez à coder? Un tout petit peu, oui. Vous avez continué à vous intéresser, vous avez suivi les évolutions de langage et autres? Bien sûr. Et c'est quelque chose, je fais une petite parenthèse, pardon Véronique, mais parce qu'on voit qu'il y a un enjeu, on parlait de jeunesse, d'éducation, apprendre à coder comme on apprend les langues étrangères, c'est quelque chose qui se met en place dans des pays. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble clé, vitale pour l'éducation? Essentiel parce que pour plusieurs raisons. D'abord, ça change le rapport de l'homme à la machine, qui est l'homme apprivoisant la machine. On peut lui parler. Et n'espérons pas l'inverse, un jour. Et surtout, ça développe un sens logique. Quand on, à notre époque, on nous faisait faire des maths et de la physique ou de la chimie, c'était pas parce qu'on allait devenir mathématicien, physicien ou chimiste, c'est parce que ça développait dans notre savoir, dans notre culture et dans notre cerveau une façon de fonctionner qui développe un sens logique, ou un sens de la compréhension ou de l'attention. Coder, c'est ça, c'est une autre façon de le faire, avec en plus un résultat concret, instantané, sur une machine. Et donc oui, je pense qu'apprendre à coder, ça devrait faire partie des programmes de l'école de manière aussi importante, si ce n'est peut-être plus que la physique ou la chimie. Que la physique ou la chimie. Pour tout vous dire, la dernière fois que j'ai fait des racines carrées, c'était en 4e. Ça permet de mieux connaître son monde et de se sentir sans doute plus à l'aise. Véronique, pardon, la suite du portrait. Non, c'était une question que je tentais de poser, donc ça tombe bien, c'est fait. Et je me posais même la question, d'après vous, à quel âge faut commencer à coder? Le plus tôt possible. Tout petit déjà. Tout petit, 8 ans, 7 ans. Moi, je vois mon fils qui a 2 ans, il est sur son iPad, alors il ne code pas, mais il apprend à se servir des outils, il comprend la logique, l'ergonomie. C'est d'ailleurs un très bon test. Si vous voulez tester un service et voir s'il est facile d'utiliser, mettez un enfant qui ne sait pas lire, donc en dessous de 6 ans, et donnez-lui la machine, voir s'il comprend ce qui se passe. Il sait s'en servir, bon, après, est-il besoin de rappeler que vous avez monté Allociné? Si, quand même. Ça fait quelques années maintenant que ça existe, Allociné. J'ai eu l'idée de ça en 88, en fait. C'était très visionnaire. Ça l'était d'autant plus, pas tant sur le service lui-même, oui, c'est certainement, mais aussi et surtout dans son modèle économique. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler que c'était l'époque du Minitel,
puis ensuite du téléphone interactif, sur ce qu'on appelait surtaxé, c'est-à-dire payer un appel. Et moi, je tenais absolument à lancer un service qui soit gratuit pour les utilisateurs et qui permette, sans frein financier, de pouvoir avoir rapidement une information sur ce qui se passe en salle de cinéma. Et toute la tendance de l'époque, c'était justement de gagner de l'argent sur les gens qui faire durer le plus longtemps possible les appels ou les connexions Minitel pour que le temps faisant, le compteur tourne. J'avais intuité le fait inverse, c'est-à-dire de rendre le service le plus rapide possible pour que l'utilisateur parte le plus vite possible pour en accueillir un autre. Mais trouver un modèle alternatif. Et c'était le principe même d'Allociné que j'ai lancé en 93. Ouais. Donc 2 bonnes questions sur être visionnaire et partir au bon moment, parce qu'entre 88 et 93, j'imagine, ça a été dur. Ça a été long de concevoir un service qui puisse répondre en moins de 30 ou 40 secondes au téléphone. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas l'Internet. À une question, à quelle heure se joue le film que j'ai envie d'aller voir. À Paris, il y a entre 1500 et 1800 écrans de cinéma. 6 séances par jour, vous imaginez la quantité de possibilités. Tout ça avec les 10 touches du clavier du téléphone, il fallait imaginer d'abord l'ergonomie du service, puis le logiciel pour le faire. Une problématique qui est assez proche de Molotov. Hein, on va y assez, oui, certainement. Quelque part. C'est assez proche. Oui. On reste sur les mêmes obsessions. Donc un projet qui vous ressemble sur Molotov. Et juste pour terminer ce portrait numérique, donc forcément on a regardé sur Internet, Google. Vous nous avez apporté des belles photos d'ailleurs. Que se passe-t-il? Et en fait on vous voit entouré de très belles femmes. Voilà, il y a plein de photos de vous avec de très belles femmes. Alors la première c'est une actrice australienne, Melissa George, qui est votre épouse. Avec votre femme en l'occurrence. Des enfants. Et puis on a vu aussi pas mal de photos de Marion Cotillard et de Bérénice Bejo. Parce que vous avez, des amis, oui. Voilà, parce que vous avez produit le film Cavalcade après la session. Donc on voit beaucoup d'images de vous entouré de ces femmes. Ça veut dire que vous êtes toujours actif dans le cinéma? J'ai beaucoup d'amis dans le cinéma. Actifs en ce moment, non, mais je suis assez proche de ce milieu-là et il n'est pas dit que j'y revienne pas à un moment donné. En tout cas, c'est un domaine pour lequel j'ai énormément d'affection, en tant que producteur, de respect. En général, ne serait-ce que pour les artistes, mais aussi pour ceux qui produisent, soit les sociétés de production petites et grandes. Non, mais quand vous dites que j'y revienne, ça serait en tant que quoi? Ouais, probablement en tant que producteur. Ouais. D'accord. Allez, après Jean-David, Jean-Marc. Alors Jean-Marc, c'est plus... Oui, qui remplace au pied levé Pierre Lescure, qui devait être là, qui n'a pas pu. Jean-Marc, on est content de vous accueillir, étant donné que vous êtes le 3e fondateur. Le 3e, voilà, donc vous venez de chez TF1, un long parcours chez TF1. Il y a moins d'images qui ressortent de vous entourés de stars sur le net. Peut-être des jolies filles, mais il faut les afficher aussi. Hein. Par contre, beaucoup d'articles autour de justement cette création de Molotov, beaucoup d'articles sur comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette histoire. Et d'ailleurs, comment êtes-vous arrivé? Je vous laisse le raconter. Moi, je suis arrivé dans cette histoire en sortant de TF1. J'avais l'idée d'un projet, en tout cas l'envie chevillée au corps de monter une aventure entrepreneuriale. Et je suis... aller voir Jean-David pour avoir son avis, discuter un petit peu de la vision que je pouvais avoir. Et en fait, lui-même à l'époque ingérait et était en train de créer Molotov. Il s'en est ouvert auprès de moi après quelques échanges et j'ai trouvé l'aventure évidemment extrêmement séduisante et on a décidé de faire un petit bout de chemin ensemble depuis. Et il faut peut-être raconter aussi la brique que vous apportez dans ce projet, parce que vous connaissiez bien ce monde des chaînes de l'intérieur. Absolument. Moi, j'ai passé 15 ans dans le groupe TF1, 9 ans dans la télévision payante et 6 ans dans la télévision gratuite, divers postes évidemment. Et puis, la fin de mon parcours à TF1, je l'ai faite essentiellement dans la distribution des chaînes de télévision et des produits audiovisuels d'une manière générale. À la fois dans les modèles, dans la façon de le faire. Donc, on va dire, j'ai aidé à je pense, concevoir un modèle qui s'adresse aux chaînes, qui soit compatible avec l'innovation du produit, mais aussi qui soit tout à fait amical et bienveillante vis-à-vis des chaînes. Ouais, dont on avait tous, d'ailleurs, on partageait cette conviction que, comme la tribune l'exprimait il y a un an, que la télévision n'était pas morte et que si certaines personnes s'en
n'échapper, ou en tout cas s'en détourner. C'était de notre point de vue plus d'un point de vue des accès, et les accès qu'il fallait révolutionner ou changer et innover, plutôt que la qualité des contenus qui était sans nul doute la meilleure qui puisse être proposée sur le marché. Bon, ben voilà, ça nous permet de rentrer directement dans le vif du débat avec notre nouvelle rubrique Chit Chat. Chit Chat, c'est la conversation voilà, sur Molotov, on a commencé à en parler. Un nom révolutionnaire, il y a un concept révolutionnaire derrière, une disruption, comme on dit maintenant. Je pense il faut bien distinguer les métiers dans le monde de l'audiovisuel avant de parler de Molotov, parce que c'est un métier qu'en fait on utilise tous les jours, que le consommateur utilise tous les jours, mais en fait c'est pas tellement la distinction. Dans la chaîne d'organisation qui se cache derrière la télévision, vous avez grosso modo 3 grandes industries. L'industrie de la production, ce sont ceux qui fabriquent les programmes. L'industrie de l'édition, ce sont les chaînes qui rassemblent ces programmes et qui en fabriquent aussi parfois. Et vous avez l'industrie de la distribution, ce sont ceux qui rassemblent les chaînes et qui les mettent à disposition du téléspectateur. Quand la télévision est née, ce métier de la distribution était pratiqué par le fameux TDF. Les antennes qui diffusaient les ondes hertziennes. Absolument. Et puis, qui diffusent toujours d'ailleurs. Qui diffusent toujours, qui se sont récemment modernisés en diffusant plutôt en numérique, donc ce qui a permis d'augmenter le nombre de la TNT. Voilà. Et puis là-dessus, sont arrivés des nouveaux moyens de distribution de la télévision au travers du câble et du satellite. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis, avant l'arrivée de la TNT, de numériser les chaînes, bref, pour faire court, d'en distribuer plus. Parce que les fréquences sont rares, et donc on est passé de 6 chaînes distribuées en hertzien à une douzaine de chaînes distribuées via le câble et les satellites. Pour pouvoir recevoir ces chaînes, sont arrivés des décodeurs, tout simplement des décodeurs, en fait l'équivalent d'un tuner, qu'il fallait brancher soit derrière le câble, soit derrière le satellite, et c'est ce qu'on appelle communément la box télévisuelle. Et puis, fin des années 90, sont arrivés d'autres types de décodeurs par d'autres types de canaux, qui est le canot du téléphone avec l'ADSL et les offres triple play des opérateurs ADSL, avec des box aussi, pour décoder les signaux télévisuels, cette fois-ci en numérique, et donc avoir une offre de chaînes encore plus importante. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé entre les années 60 et aujourd'hui? Dans l'offre de distribution, dans l'organisation de cette distribution, dès le départ, on nous a habitués, parce que c'est comme ça que ça fonctionnait, déjà même à la radio, à passer d'une fréquence à l'autre pour passer d'une chaîne à l'autre. Donc, pour simplifier, pour que les gens puissent s'y retrouver, on a créé TF1, puis Antenne 2, puis FR3, et ainsi de suite. En fait, c'est rien d'autre qu'une fréquence différente pour voir la chaîne. Quand l'évolution que je viens de raconter est arrivée, on a continué à empiler les chaînes les unes sur les autres, donc les fréquences les unes sur les autres. Et donc, pour voir ce qui se passe d'une chaîne à l'autre, il faut passer d'une fréquence à l'autre. Donc, on navigue un peu comme dans un millefeuille. Oui, mais depuis, on a inventé quand même Internet, le replay, la possibilité d'agréger finalement ces contenus. Les fameuses box des opérateurs sont restées sur cette lancée-là. Et donc, vous avez la grande majorité des gens accèdent à la télévision en zappant d'une chaîne à l'autre, donc en passant de 1 à 2, d'une fréquence à l'autre, de 1 à 2, à 3, à 4, à 5, jusqu'à 200. Et puis, on s'est rendu compte que les usages avaient changé, qu'il y avait énormément de chaînes, et que les gens aimaient avoir un peu plus de liberté que de se retrouver le dimanche soir devant le film de TF1 à l'heure dite, parce qu'ils avaient autre chose à faire. Et les usages ont évolué dans d'autres types de domaines, comme la musique, avec l'arrivée d'iTunes, puis de Deezer, puis de Spotify, et puis l'accès à la vidéo, au sens de vidéoclub, avec la vidéo à la demande, que ce soit à l'acte ou par abonnement. Mais la télé en tant que telle, la télé s'en est rendu compte, puis s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour rendre un peu plus de liberté aux gens, et on a inventé le replay. Ce qui est curieux dans l'approche de Molotov, c'est que vous voulez sauvegarder ces éditeurs qui sont disruptés dans d'autres industries. On a vu les majors musicales. On est passé d'un monde, en effet, où il y avait des majors, à un monde où c'est iTunes qui fait la loi, et
on fragmente finalement l'offre et puis le consommateur choisit. Vous vous dites non, il faut quand même laisser une place aux éditeurs de chaînes? Moi, je pense que si vous voulez, il y a deux mondes qui s'affrontent, enfin, qui se complètent, on va dire. Vous avez le monde de l'édition vidéo au sens de catalogue. Et là, vous accédez à un catalogue qui est plus ou moins Ça, grand. c'est Netflix, en fait. C'est Netflix, ça peut être d'une certaine manière YouTube avec des contenus qui sont produits par les usagers. C'est tout simplement le vidéoclub du quartier, hein, quand on remonte dans les années 90. On rentre dans le vidéoclub et puis on a accès à une collection un catalogue. Puis la vendeuse arrive et nous dit tiens, il y a ça qui vient de sortir, ça je te connais, tu vas aimer, etc. etc. L'équivalent de ça, c'est le fameux moteur de recommandation qui apprend à vous connaître et qui va vous dire on pense qu'il y a ça dans notre catalogue géant de 20 000 films, il y a plutôt ça qui je peux t'en afficher. Pourquoi justement vouloir conserver un rôle aux chaînes, aux éditeurs de chaînes? Moi je dirais que c'est moins de vouloir à tout prix le garder que de reconnaître le rôle que la télé a. Quel est-il ce rôle? La télé, c'est pas uniquement des films et des séries, c'est aussi la capacité de vous divertir, de vous informer, de vivre des événements autour du sport, regarder les scores que font Koh-Lanta, Top Chef, ça c'est pas les offres de catalogue qui vous les proposent. Alors, si je peux me permettre, parce que si on pousse le raisonnement, demain en effet Google, Netflix ou Amazon achètent les droits de l'Euro de football, ils auront du sport. Ils achètent Top Chef, ils vont voir le producteur, je ne sais pas qui c'est, Fremantle ou un autre, ils auront Top Chef. Et la télé, c'est le média du temps. La différence fondamentale qu'il y a entre un vidéoclub ou un catalogue et le monde de la télévision, c'est l'organisation de ce temps et la création d'instants télévisuels. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est ce qui crée le ciment social d'une société. C'est le choix fait par l'éditeur, par le directeur d'antenne, le directeur des programmes, de diffuser ce type de programme à cet instant donné. Caricature, c'est de dire que pendant Noël, il y aura plus de films de Noël. C'est que de lancer une série, c'est de lancer une émission, de créer une émission de divertissement. Enfin, c'est l'organisation de ce temps. Encore une fois, est-ce que c'est pas contre-intuitif de vouloir laisser quelqu'un choisir à ma place alors qu'on est dans un monde où tout le monde veut tout choisir soi-même? C'est pas tout à fait exact. C'est quand même un métier d'offre. Donc vous ne demandez pas, vous, à voir Koh-Lanta ou à avoir une émission de ce type-là. Il se trouve que la télévision, elle le produit, elle le choisit, elle le porte à l'antenne, elle le promeut. Et ça rencontre votre adhésion à ce moment-là parce que c'est un programme fédérateur que vous pouvez voir avec vos enfants et ils deviennent de plus en plus rares, donc c'est quand même pas désagréable de partager quelque chose avec vos enfants. Donc c'est aussi un métier d'offre, donc il faut croire à la capacité qu'ont les éditeurs, d'innover, de sélectionner, d'acheter, de produire, de coproduire et de porter au bon moment avec la bonne politique marketing de promotion l'événement qui, à un moment donné, va résonner pour vous, mais parce que aussi, vous savez que vos voisins vont les voir, ou vos amis, ou les enfants, les amis de vos enfants, et vous pourrez en discuter. C'est ça, la télévision. Évidemment, Google peut tout acheter. Google peut aussi acheter l'ensemble des maisons de disques, mais la réalité du marché, c'est pas celle-là. La réalité du marché, c'est qu'il y a un marché de la production, il y a un marché de l'édition, et les savoir-faire éditoriaux aujourd'hui dans la sélection, dans toutes les composantes, parce que je pense qu'on est tous un peu plus subtils que de la série ou du film. On a parfois aussi envie de documentaire, on a aussi parfois besoin d'être informé, on savait quelque chose. Et donc l'information, elle a pas de prix, mais elle a un coût. Donc voilà, il faut aussi savoir la porter. Même le film, le catalogue film, a besoin d'être éditorialisé. Quand c'est Arte qui va faire une sélection de films et qui va vous proposer une soirée, d'un seul coup, un film sur lequel vous auriez passé complètement va avoir un intérêt. Parce que d'un seul coup, il est mis en perspective. C'était formidable. Il va être mis en perspective par rapport à une actualité, par rapport à la réflexion d'un directeur d'antenne, par rapport à un débat qu'il peut y avoir avant ou après. Et d'un coup, ce film prend un intérêt. C'est vrai pour une autre émission. Puis c'est surtout l'instant. Parce qu'à cet instant précis, cette semaine-là, c'est le film dont on va parler après au Café du Commerce. Et c'est ça la télévision. C'est l'instant télévisuel. Véronique. Non, en vous écoutant, je me dis, c'est le meilleur des deux mondes, de la réalité, de la télé et du web et comment on fonctionne. Alors, une fois qu'on a dit ça, parce que voilà, on fait l'apologie de la télévision, mais c'est pas tout ça. Il reste un problème. Comme vous le disiez tout à l'heure, les millennials, les plus branchés, les plus connectés si on veut, ou les jeunes, ça s'en désintéresse. Donc on s'est dit, mais pourquoi est-ce que avec une offre aussi pléthorique, il n'y a jamais eu autant de choses intéressantes à la télévision, parce qu'il n'y a jamais eu autant de chaînes. Parce que c'est Facebook leur directeur d'antenne maintenant. Non, parce que tout simplement, le mode d'accès ne leur correspond pas. Parce que la visibilité qu'on en a les uns et les autres est toute petite. Pour une raison simple, quand on se met devant la télé,
Je ne parle pas de quand on est attaché à une émission en particulier ou qu'on veut à cet instant précis de l'info. Je dis quand on se met devant la télé, on zappe dans 8-10 chaînes à un moment donné, qui est l'heure à laquelle je me mets devant, et je ne vois qu'un tout petit fragment de ce qui passe à la télévision. Ce qu'on essaye de faire chez Molotov, c'est de montrer plus largement, dans l'espace et dans le temps, ce qui est disponible à la télévision. Et là, quand on fait ça, le résultat est absolument instantané. L'offre est tellement forte, tellement pléthorique, tellement diverse, que d'un seul coup, vous retombez amoureux de la télévision et vous y passez un temps de dingue. Et vous ne dormez plus, je vous l'avais dit. Vous nous avez parlé de l'expérience Allociné, avec la difficulté parfois qu'on a à trouver le business model. Est-ce que là, vous l'avez le business model? Comment vous allez gagner de l'argent? Oui, enfin, il nous semble, il y avait 2 enjeux sur ce projet. Le premier, indépendamment évidemment du produit, est proposer une interface totalement en disruption et donner à consommer, à voir la télé et vraiment à ne rien manquer de ce qui vous intéresse. Le premier, c'est de rassembler l'industrie autour de ce projet. Ça a dû être dur de convaincre les patrons de chaîne. C'était qui vous voyaient, j'imagine, comme un nouvel intermédiaire. Parce que c'était dur. Oui, mais il faut aussi le temps de... Ils ont tellement vu, enfin moi j'ai vécu aussi à TF1, on a tellement vu des sociétés se monter sur Internet avec une optique purement focalisée sur la disruption à tout prix, Internet à tout prix, sans vraiment comprendre l'industrie à laquelle on s'adressait, qu'on comprend objectivement les réticences. Moins les réticences que le temps qu'il fallait pour appréhender, comprendre où est-ce qu'on voulait... Puis les craintes aussi, des intermédiations. Certains patrons de chaîne m'ont dit, mais on va se faire des intermédiaires, pas forcément par vous, mais par Google, par les uns et les autres. Et donc là où vous réintermédiez, en fait, ça rajoute une couche, et donc c'est aussi une autre crainte. Il existe déjà, parce que le distributeur de télévision, il existe déjà, il s'appelle Orange, il s'appelle Free, il s'appelle Canal. TDF. Nous, et TDF, on invente ce métier de distribution dans ce qu'on appelle, nous, le nouveau réseau, c'est-à-dire probablement celui de 2020 plutôt que celui des années 80. Il y a eu le réseau câble qui était arrivé, et il n'a pas détruit la télévision artificielle, le satellite est arrivé, la DSL est arrivée, la fibre. Aujourd'hui, avec les moyens technologiques, on peut avoir un réseau de distribution total en télévision sur ce qu'on appelle l'OTT, c'est-à-dire sans forcément disposer... Over the top. Exactement, sans forcément disposer de son réseau physique et de ses boîtes, parce que l'un va souvent avec l'autre. C'est nous le réseau qu'on investit et sur lequel on va proposer une offre. Donc voilà, on est distributeur, on fait le même métier que les autres, et donc on a essayé de les convaincre, pour revenir sur la question du modèle, à la fois sur un modèle qui soit éco-friendly, c'est-à-dire friendly vis-à-vis des chaînes auxquelles on s'adresse, à la fois gratuites et payantes, et vis-à-vis du téléspectateur, on va aussi être un peu innovant, voire même un peu beaucoup sur le modèle, parce que comme l'a rappelé tout à l'heure Jean-David sur le modèle d'Allociné, sur lequel on était un peu à contre-courant, on sera aussi à contre-courant sur le modèle. Dites-nous proposera quel modèle la télévision gratuitement sur les réseaux IP, ce qui est objectivement un poil nouveau dans la... Donc je serai chez moi, j'ai une box, je pourrais regarder Molotov de façon gratuite. Il vous suffit de vous inscrire, un login, un password, et puis après vous pouvez recevoir et à consommer l'ensemble de la télévision dans toutes ses composantes, y compris la découvrir gratuitement. Et après on vend 2 choses. Donc vous ne gagnez pas d'argent là-dessus? On ne gagne pas d'argent là-dessus, et on vend 2 choses. Vous voulez enrichir votre expérience de télévision en achetant du contenu supplémentaire, des options de télévision payantes ou d'autres options qui pourront arriver en termes de contenu. Et là, vous souscrivez à une option payante, sans engagement. C'est toujours utile de le rappeler parce que l'engagement, on pense, a un peu vécu dans ces domaines-là. Même chose par rapport à la façon dont les plus jeunes générations ont de consommer. Et la deuxième, c'est qu'on va vendre aussi des options servicielles pour disposer d'une meilleure expérience de consommation de votre télévision. Dans les fameuses options, il y a un sujet, une question que j'avais envie de vous poser. Vous avez annoncé que vous allez sortir en juillet. Il y a un petit sujet avec la loi création et ce sujet de la redevance sur les copies, sur le fameux... L'amendement d'Escure. Voilà. Faussement, je ne sais pas si on peut l'appeler. Voilà. Mais en tout cas, c'est un sujet. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes confiant pour vous dire qu'en juillet... il y a 2 choses. La première, c'est que Molotov, ce n'est pas que ça. Et le réduire à ça, c'est commettre... En tout cas, pour ceux qui ont vu le produit, ils le comprennent aisément. Nous, on a toujours, on va dire, on s'est toujours inscrit dans la légalité de ce qu'il était possible de faire. Donc, un distributeur, ça fait classiquement, ça assure 4 fonctionnalités. Ça distribue du live, du replay, ça permet d'avoir un guide des programmes évolués et d'enregistrer. On dit qu'en tant que distributeur, on a envie aussi de pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité-là. Il se trouve que le législateur a envie de faire rentrer l'enregistrement dans le cloud
dans l'assiette de ce qu'on appelle la RCP, c'est un peu technique sur ce sujet-là. Nous, on s'y la redevance pour copie privée. Absolument, bien volontiers. Voilà, si c'est un autre schéma. C'est pas nous qui avons inventé ça, hein. Ça existe depuis 85, d'abord avec les cassettes audio, puis vidéo, puis les CD-R, puis les disques durs qui sont dans les box. L'évolution technologique veut qu'il y a maintenant des autres zones de stockage qui sont personnelles, qui sont dans le cloud. C'est juste l'évolution technologique de ça, on n'a rien inventé. Allez, Jean-David le rappelait, la télé c'est aussi le temps qui passe, il faut qu'on avance. On termine cette émission avec notre rubrique consacrée à l'avenir, ce qui nous attend. Forward, donc Véronique, vous avez encore plein de questions pour nos invités. Ouais, c'est très frustrant. C'est frustrant, ça va trop vite. Mais on pourra le regarder bientôt sur Molotov et on pourra peut-être élargir la durée des émissions. C'est un autre concept. Bon, non, blague à part. Forward, qu'est-ce que vous avez noté sur votre tablette? Alors, donc, ce qu'il va falloir regarder, moi qui arrive, il y a un sujet, on revient à la politique, parce que finalement tout est imbriqué. De toute façon, on a tous un sujet qui est 2017, un nouveau président, et donc ça nous concerne tous. Et c'est pour moi la primaire des Français qui a été lancée cette semaine. Par quelques partis, des petits partis, hein, c'est pas leur ce faire, sont des mouvements citoyens, voilà, assez leur faire variés. injure, mais c'est des partis qui veulent exister aux côtés des gros partis. En fait, ce ne sont pas des partis, je suis confuse. Ah bon, pardon. Ce ne sont pas des partis. Voilà, ce sont des mouvements. Non, mais il y a une vraie différence entre les deux. Ce sont des mouvements citoyens qui sont et de droite et de gauche. C'est comme ça qu'ils se sont définis en face du mouvement d'Emmanuel Macron qui n'est ni de droite ni de gauche. Voilà. Globalement, surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir cette envie des Français de rentrer dans la vie politique, de s'emparer de ces sujets. 80% des Français disaient qu'ils ne voulaient ni François Hollande, ni Marine Le Pen, ni Nicolas Sarkozy. Et donc cette envie-là... La nouveauté, toujours ce besoin de renouvellement. Et je trouvais que c'était un sujet qui, au-delà du fait qu'il nous concerne tous, c'était intéressant parce que voilà, c'est une nouvelle façon de consommer la politique. Donc comme vous êtes dans une nouvelle façon de consommer la télévision, je me disais que... C'est vrai qu'il y a un constat qu'on fait en France, quand on suit un peu la vie politique depuis des années, c'est que c'est toujours les mêmes acteurs. C'est un peu comme si les films étaient faits qu'avec les mêmes Alain acteurs. Juppé, c'est un nouvel acteur. Hein. Oui, comme chacun sait. Donc c'est comme si on regardait à la télé des séries avec les mêmes ça, personnages. Toujours. Mais déjà, de temps en temps, que c'est toujours les mêmes comédiens, ça fatigue. Bon, c'est quand même assez frustrant. On se dit, on a envie quand même de renouveler un peu les acteurs. Aux États-Unis, à chaque élection, il y a toujours un nouvel arrivant, un nouvel entrant, si c'est pas plusieurs. On ne sait pas très bien d'où il vient, mais enfin, en attendant, à chaque fois, c'est des acteurs différents. On se demande pourquoi en France, et je comprends très bien les mouvements que vous évoquez. Il y a une vraie frustration de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on devrait systématiquement voir les mêmes films avec les mêmes acteurs? Mais pourtant, alors, je suis d'accord avec vous au niveau politique, au niveau cinéma, on voit des acteurs qui font des carrières très longues, on revoit encore Robert Redford sur les écrans, et on continue à aller le voir. Donc pourquoi se dire que ce qui marche en télé ou en cinéma ne pourrait pas marcher en politique, hein? Oui, mais il y a aussi des nouveaux entrants. Ouais. Vous avez Pierre Ninet qui arrive, qui est formidable. Vous avez des acteurs qui sont un peu plus âgés, qu'on ne connaissait pas bien, qui d'un seul coup surnagent, et ils font un film qui font qu'on les connaît. C'est une question de scénario aussi, peut-être. En politique, on a l'impression qu'il n'y a que des Gérard Depardieu tout le temps et que c'est bloqué à... Bon, donc la primaire des Français, j'imagine que voilà, vous avez de nouveaux sympathisants. Le site a explosé d'ailleurs, je crois. Il y a des problèmes techniques parce qu'il y a trop de succès. Jean-Marc, une réaction sur ce besoin finalement de reprendre le contrôle, la télécommande et d'être maître de son destin en politique. Je dirais la même remarque que sur la mobilisation de la jeunesse, c'est tout ce qui consiste à ce que les citoyens s'impliquent un peu plus et démontrent leur implication à travers une participation, l'appel à une primaire citoyenne est le bienvenu parce que finalement on peut que tous que s'en réjouir et puis après on verra ce que ça donnera dans la... Et puis ça sous-entend autre chose, ça sous-entend le fait qu'en fait c'est une carrière, quoi. Ouais, c'est ça. Une carrière politique qu'on démarre à la sortie des études et qu'on fait toute sa vie. Alors qu'en Amérique ou ailleurs, on peut venir de la société civile et d'un seul coup se dire j'ai envie Dans ce mouvement-là de la primaire des Français, ils ont donné quelques règles, dont celle-ci, de dire pas plus de 12 ans ou 18 ans. Oui, alors, mais c'est un peu aussi restrictif parce qu'il faut avoir passé 5 ans d'entreprise. C'est un peu... Pourquoi une restriction? On comprend la frustration et c'est une bonne idée sur le principe. Après, mettre des règles comme ça, c'est pas si simple. Ce qu'il faudrait, c'est permettre à ceux qui ont envie de faire de la politique un jour dans leur vie, et j'en connais, il y en a certains qui d'un seul coup, après une longue carrière dans la vie civile, ont envie de se plonger dedans,
permettre ça. Et en France, c'est vrai que c'est très C'est difficile. compliqué. Bon, on a bien compris, vous aimez bien les directeurs de programmes télé, mais pas politiques. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Merci Véronique et de votre participation également. Merci à vous tous de nous suivre. On se retrouve très vite pour un nouveau décideur. À bientôt.